Got gun, Hulk left slot, Dixie left, Key left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 444 du podcast Touchdown Actu. Nous sommes réunis évidemment pour parler de la semaine 8 qui se profile en NFL. À mes côtés, Victor Roulier, bonjour. Et bonjour Alain, bonjour à tous. Victor, on va donc parler de la trade deadline qui devrait changer d'équipe avant la date limite des transferts. On vous a choisi 5 joueurs dont on pense qu'ils bénéficieraient un peu d'un changement d'air. Le match de la semaine, c'est entre les Cowboys et les Vikings. Les pronostics, les cotes sont aussi au programme. Vous avez l'habitude, c'est l'émission du jeudi. Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast. Le sympathique Kurt Warner pour rentrer dans cette émission. Kurt Warner que vous retrouverez bientôt au cinéma à Noël avec une histoire inspirante. On va vous mettre le trailer sur le site très bientôt parce qu'on a découvert ça juste avant l'émission. Et croyez-moi que c'est une petite pépite visiblement qui se profile. Peut-être notre nouveau draft day. On parlait avec Victor, je disais je me sens bien de faire un visionnage de ce truc-là sur Twitch en direct avec les réactions parce que ça promet un sacré sommet de mièvrerie, visiblement, cette histoire avec Kurt Warner en American Underdog. C'est le nom du film, je vous tease. Victor, on va parler de choses plus sérieuses. On va parler de la trade deadline. Donc, c'est le sujet de la semaine. On ne va pas se mentir. Jusqu'au 2 novembre, les équipes NFL peuvent échanger des joueurs. Ensuite, ce sera terminé. On va donc se demander qui aurait intérêt à bouger. On n'a pas mis dans la liste. On va quand même évacuer le sujet tout de suite puisque c'est Deshaun Watson. J'ai proposé avant l'émission à Victor, on fait un truc racoleur, on met Watson en une, etc. Et il a été la voix de la raison. Est-ce que tu penses, je dois quand même poser la question, qu'il va bouger ou pas d'ici au 2 novembre ? Non, je pense pas. Je vois pas comment tu fais un échange avec des conditions suspensives par rapport à une éventuelle condamnation d'un procès qui aura lieu début 2022 et qui peut être repoussé jusqu'à fin 2022, début 2023. Ça veut dire que tu échanges des pics 2024, ça me paraît compliqué. En plus, Goodell joue sur les mots parce qu'il dit qu'il ne sera pas suspendu. Par contre, ne pas être suspendu ne veut pas dire qu'il ne va pas le mettre sur la liste du commissionnaire. Parce que quand tu es sur la liste du commissionnaire, tu es payé, tu n'es pas suspendu. Donc, franchement, ça pue tellement cette histoire. En plus, apparemment, il rejette tout le monde sauf Miami. Et Miami commence à lancer des signaux que pas forcément. Donc, non, je ne vois pas trop l'histoire se démêler aujourd'hui. Peut-être il est innocenté ou qu'il achète son innocence comme l'ont fait d'autres sportifs. En 2022, il aura des offres, mais là, pour l'instant, je n'y crois pas trop. Polémique. Bon, oui, après, c'est une bombe à retardement judiciaire, donc clairement, ça paraît peu probable de voir quelqu'un s'engager. En plus, tu l'as dit, il fait le difficile, donc ce qui est quand même un peu gonflé. Mais il fait le difficile, il a une clause qui lui permet de mettre son veto sur n'importe quel échange. Il ne veut que Miami. Bon, a priori, en tout cas. Oui, ça semble compliqué. Après, tu disais suspendu, payé, pas payé. On rappelle quand même qu'aujourd'hui, il n'est pas suspendu, il n'est pas sur la liste du commissionnaire. Il est officiellement un joueur des Texans qui n'est juste pas titulaire, mais il est payé. Oui, tout à fait. Mais c'est assez dingue. La liste du commissionnaire, en général, il s'intéresse aux joueurs qui sont titulaires. Là, je pense qu'à partir du moment où les Texans, à mon avis, ils ont passé des coups de fil, les Texans leur ont dit de toute façon, on ne fera pas jouer, donc il n'y avait pas de débat. Ouais. Allez, on passe aux joueurs qui sont actifs, qui doit bouger. On va commencer par un nom très, très reconnu. C'est celui d'Odell Beckham. Qui veut payer Odell Beckham? Qui veut relancer Odell Beckham? Ça fait beaucoup de questions. Victor, est-ce que le plus gros problème, parce que je me posais la question en préparant l'émission, est-ce que le plus gros problème, c'est son contrat ou son niveau de jeu? C'est absolument pas son contrat. Parce qu'il lui reste 2 ans, avec certes un gros salaire, mais avec aucun dead cap, aucun argent bloqué, si tu veux. Donc, tu peux le couper quand tu veux? Tu peux le couper globalement à peu près quand tu veux. Il est plutôt… Enfin, si on en croit Spotrac, après, normalement, ils ont le détail des contrats. Donc, pour le coup, c'est un contrat cher, certes, pas non plus démentiel. 14 millions par an, on rappelle. Voilà.
Donc, c'est un contrat cher, mais flexible. Ok. Le vrai problème aujourd'hui, c'est quoi Odell Beckham? Parce que Odell Beckham, on le rappelle pour ceux qui n'ont peut-être pas connu, c'est Ja'Marr Chase, hein, c'est ce genre de joueur, les premières saisons. C'est un impact absolument démentiel sur la NFL. C'est un catch dont tout le monde se souvient, mais depuis, c'est plutôt des blessures, des contre-performances. Et aujourd'hui, depuis qu'il est arrivé à Cleveland, je suis désolé, mais c'est le receveur numéro 2. Le receveur numéro 1 en termes d'impact sur le jeu, c'est Jarvis Landry, qu'on le veuille ou non. Donc, très difficile de savoir comment relancer ce joueur. 16 réceptions, 226 yards, aucun touchdown dans 5 matchs cette année, seulement 7 matchs joués l'an dernier, seulement 2 saisons à 16 matchs en 7 ans. Il y a quand même l'argent qui rentre en compte parce qu'il faut quand même le payer si tu le fais venir. Et c'est vrai que depuis 2 ans, c'est plus le même joueur. Tu disais depuis l'arrivée à Cleveland, on peut dire quand même que sur la première saison, il est à 74 réceptions et 1035 yards. Il est sur à peu près quasiment les mêmes standards que ses dernières saisons aux Giants, mais c'est beaucoup moins que ces 3 premières années, parce que les 3 premières années, tu l'as dit, son impact, il est énorme. Rookie, en 12 matchs seulement, il est à 1300 yards. Il est à 1450 yards l'année suivante en 15 matchs et à 1367 yards de la 3e année. Donc, en effet, il était parti sur des bases assez dingues. Il est blessé en 2017, il ne joue que 4 matchs. Il ne joue que 12 matchs en 2018. Il en joue 16 en 2019, mais à 1035 yards. Donc, en effet, il y a une baisse de rendement. Moi, je pense que c'est vraiment le joueur, je ne sais pas si peut-être le joueur, mais un des joueurs clairement qui aurait le plus à tirer d'un départ, mais même pas que lui, je pense que la franchise aussi. C'est-à-dire qu'ils ont fait un pari, c'est un pari raté. Je ne sais même plus d'ailleurs, ils avaient envoyé Jabril Peppers, et je ne sais plus s'il y avait d'autres dans l'échange à l'époque. Il n'y avait pas Zetter, ou alors c'était 2 échanges séparés, mais oui, qui se compensaient officiellement, un peu, ouais, c'était un peu bizarre. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ils ont fait un pari, le pari est raté. Je pense que les 2 camps doivent passer à autre chose. La question maintenant, c'est de savoir qui voudra de lui. Quelle équipe a besoin d'un Odell Beckham aujourd'hui avec les incertitudes qu'il comporte? Alors moi, je vais dire tout de suite, pour toutes nos cibles, j'ai choisi des équipes qui peuvent concourir aux playoffs. Okay. Parce qu'en général, les échanges de milieu de saison, c'est pour booster ton équipe au moins sur la saison. Donc, j'ai évacué toutes les équipes qui ont des bilans dégueux, disons-le comme ça. Il y a une équipe qui fait sens, c'est les Steelers. Alors, le problème des Steelers, c'est que est-ce que vraiment ils ont envie de se récupérer un cas social après toutes les histoires Antonio Brown au même poste? Au même poste en plus. Voilà, donc pour moi, c'est ceux qui font plus de sens. Après, les Colts. Les Colts, il y a du cap et ça peut être intéressant pour eux de renforcer ce secteur de jeu. Oui, et puis je te dirais que les Colts, ils ont aussi l'avantage de ne pas être dans la même division, parce que j'ai du mal à voir Cleveland dire à Pittsburgh, tenez, on vous donne un mec à relancer. Même s'ils ne croient plus vraiment en lui. Tu vois, non, c'est sûr. C'est un peu compliqué de les voir envoyer. Donc oui, Indianapolis, en effet, avec tous les problèmes de blessure de T.Y. Hilton, qui a quand même énormément de mal à rester sur le terrain maintenant, ça peut être un atout supplémentaire. En tout cas, vous le surveillerez. Odell Beckham, les Colts, justement, il en est question avec Marlon Mack, running back. Alors lui, c'est clairement pas son contrat. Il gagne 1 million cette année. Il n'est pas sous contrat l'an prochain. Donc, pas vraiment de problème. 900 yards en 2018, 1000 yards en 2019, blessé en 2020. Mais il n'a que 25 ans. Est-ce qu'il est si plombé que ça par sa blessure? Parce qu'il a joué très, très peu cette année. Il a eu que 28 courses. Non, c'est juste que les Colts ont un problème de riches. C'est qu'ils ont Jonathan Taylor, ils ont Naeem Hines et ils ont Marlon Mack. Ils ont 3 très bons running backs. Et alors, les comités à 2, en général, ça fonctionne bien. À 3, forcément, tu en as un qui est un peu perdant dans la distribution. Donc, je pense qu'il est plus, entre guillemets, victime d'un comité de coureurs qui est peut-être trop riche. Mais pour autant, ça reste une belle affaire. Bon, alors lui, vers où on l'envoie? Là, des équipes qui ont besoin de coureurs, il y en a quelques-unes. Il y a les Saints qui ont récupéré Mark Ingram dans un échange. Ils ont préféré aller vers un joueur qu'ils connaissaient. Ça a été fait dans la nuit de mercredi à jeudi. Et donc, on a d'autres équipes. Les Ravens, notamment, moi, sont les premiers qui me viennent à l'esprit parmi les prétendants au titre. Oui, les Ravens, ça fait sens. J'avais pensé aussi aux Bills, qui peuvent vouloir booster un petit peu leur comité de coureurs. Donc, c'est des équipes qui font sens. Donc, c'est des équipes qui, pour moi, peuvent être dans la discussion. On reste dans la FC. Est-ce que tu ne penses pas qu'ils préféreraient l'envoyer en NFC type 49ers? Oui, après, 49ers, je ne sais pas si c'est leur besoin principal. Ils ont beaucoup de coureurs, certes, qui sont blessés.
Est-ce que vraiment les 49ers, c'est ce qui jouent les playoffs cette année encore? C'est une vraie question. Oui, c'est vrai. C'est vrai que oui, mais ça peut être plus un pari d'avenir aussi, quoi. C'est-à-dire que sachant qu'ils ont beaucoup de blessés et qu'ils peuvent leur signer, ça pourrait être intéressant à ce niveau-là. De toute façon, un running back, c'est flexible en termes de contrat, en termes de tout ce que tu veux. Donc, ça peut aller dans beaucoup d'équipes. Je me permets, avant de passer au troisième joueur, Victor, de dire que je ne te vois plus. Hein, si jamais. Oui. Ça va dire si c'est normal, ça marche. Kyle Fuller est notre troisième joueur, cornerback pour les Broncos, dernière année de contrat à 9 millions. 5 fois titulaire cette saison à Denver, mais la franchise pourrait tenter de récupérer quelque chose. Ils sont un peu en transition. C'est un joueur qui a une certaine expérience maintenant, donc qui pourrait avoir de la valeur. Qui n'en veut de Kyle Fuller pour toi? Écoute, j'ai envie de te dire que les Cardinals, ils n'ont quand même pas un groupe de cornerbacks extraordinaires. Bon, après, il y a certains événements de début de saison qu'ils n'auraient pas forcément pu prévoir. Mais finalement, renforcer un peu ce groupe de cornerbacks avec un vétéran expérimenté capable de performer aujourd'hui, déjà que c'est une défense qui performe, est-ce que ce n'est pas le genre de move où tu te dis c'est la cerise sur le gâteau et ça peut permettre à cette équipe d'être toujours meilleure? Ouais, comme ils l'ont fait en attaque avec Zach Ertz, ils sont agressifs, quoi. Quand il y a des occasions à saisir, ils les prennent. En plus, là, on parlait de transfert interconférence. Donc, voilà, là, les Broncos, qu'il aille aux Cardinals, a priori, ça les choque pas beaucoup. Est-ce que tu vois d'autres destinations pour lui? C'est dans les grosses équipes, pas forcément. Après, les Vikings, par exemple, oui, avec la perte de Peterson en plus. Le groupe est meilleur, on y reviendra dans la fiche de la semaine que certains peuvent le penser, mais ça peut quand même être une piste. Marcus May est notre quatrième nom. Il joue sous le franchise tag cette année pour 10 millions de dollars, donc pas de contrat l'an prochain. Il a 28 ans. C'est un titulaire solide depuis plusieurs années, 35 plaquages, 2 passes défendues, 1 sac cette année. On part du principe donc qu'ils n'arriveront pas à s'entendre avec les Jets et qu'il faut récupérer quelque chose avant qu'ils s'en aillent. Il faut quand même récupérer un 6e tour maintenant que tu en as envoyé un pour Joe Flacco. C'est vrai. Non, c'est les Jets. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est à un moment, je pense que ça devient inévitable qu'ils partent. C'est quand même triste que ça se finisse toujours comme ça, mais il y a, à mon avis, il va y avoir des acheteurs. Et dans les acheteurs, moi, je vois bien les Dallas Cowboys. Ouais, pareil dans l'idée de gagner rapidement. Et voilà, dans l'idée on a déjà une bonne équipe, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver le petit truc qui… Carrément, bonne idée pour le Dallas qui a bien progressé déjà cette année en défense. Tu mets May à côté de Trevon Diggs et avec… j'ai un trou sur le nom du rookie qui est juste devant et qui cartonne, Micah Parsons. Ça peut faire en effet une défense sympa. On termine avec Miles Jack en parlant de défense, linebacker des Jaguars. Alors lui, il a encore 2 ans de contrat après, 11 millions par an en gros, mais c'est un linebacker complet qui pourrait aider une défense. Est-ce qu'on est dans l'exfiltration? Parce que lui, en vrai, il n'a pas vraiment de raison de bouger, ou alors ils disent vraiment on repart de zéro. Si seulement c'était une franchise qui faisait des moves logiques. Oui, ça c'est autre chose. Je dirais que mais comme ils ont été capables de bazarder des Calais Campbell, des Jalen Ramsey, ce que tu veux, pourquoi ils balanceraient pas Miles Jack? Je ne sais pas dans quel état d'esprit il est. Par contre, en fait, moi, ce qui me donne envie sur Miles Jack, c'est que j'ai la destination. Pour moi, c'est les Rams. D'accord. Ils viennent d'envoyer Kenny Young voir ailleurs. Ouais. Ils ont restructuré des contrats, notamment à Avenstein. Je ne sais plus le nom exactement, vous m'excuserez. Donc, ils ont un petit peu de cap pour faire des choses. Et finalement, là encore, gagner tout de suite. Ouais, oui, là, de toute façon, ils sont dans cet esprit-là. Les choix de draft, ils s'en foutent. Donc, c'est vrai que ça ferait une bonne destination. Il rejoindrait son ancien camarade Jalen Ramsey en plus. Donc, comme ça, il y aurait des retrouvailles. Est-ce que tu as d'autres noms que tu voulais citer dans les possibles départs? Moi, j'ai Evan Engram notamment, qui suscite un peu d'intérêt, le tight end des Giants. Nick Foles, qui est quand même enfoncé au bout d'un banc, et il y a des équipes qui sont en galère de quarterback. Est-ce que tu en vois d'autres? Moi, j'avais Allen Robinson quand même. Alors, on le dit, de top 5, on a essayé de représenter aussi 5 positions différentes. Mais si je devais faire un top 5 sans regarder les positions, Allen Robinson, il est, je crois, sous le tag aussi. Oui. Si je n'ai pas de bêtises. Il disparaît de plus en plus dans ce schéma des Bears. Et il a quand même prouvé depuis des années que c'était un top receveur. Alors, encore une fois, là où il va en pâtir un peu, c'est que les meilleures équipes de la Ligue
il y a quand même une constante à cette année, c'est qu'un poste où ils n'ont pas trop besoin de renfort, c'est les receveurs. Ouais. Mais pour le coup, Robinson, ça serait bien qu'il aille voir ailleurs. Et bien voilà donc pour ce petit tour d'horizon des joueurs qui pourraient bouger à la date limite des transferts. Avant la date limite des transferts, on vous rappelle que c'est le 2 novembre. On passe à l'affiche. It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're going to start fast and finish strong. Yes, sir. Here we go. Work on three. 1, 2, 3. Work. On en a un peu, on y a fait allusion, pardon, je savonne beaucoup aujourd'hui. Minnesota Vikings, 3 victoires, 3 défaites, Cowboys, 5 victoires, 1 défaite, c'est donc notre affiche de la semaine. Est-ce que Minnesota est une bonne équipe avec un coach en fin de cycle, Victor? Minnesota est une très bonne équipe. C'est la meilleure équipe à 3-3. Très bonne. Ah là, j'aime bien ça. Non, c'est une bonne équipe. Je pense que honnêtement, alors c'est du foot fiction, je suis d'accord, le foot c'est ça joue à une action, mais ils ont une défaite cruelle contre les Bengals. Ils ont une défaite cruelle contre les Cardinals où ils loupent un field goal à la dernière minute. Bon, ils ont une défaite qui mérite activement. Mais globalement, cette équipe pourrait très bien être à 5-1 et il y a du matos partout. Parce que cet effectif de Minnesota, il est beaucoup plus complet que certains peuvent le penser. Oui, il y a l'attaque. Kirk Cousins, on peut en penser ce qu'on veut, c'est un bon quarterback. Ça sera peut-être jamais, ça sera jamais un top 5, un machin, mais c'est un bon quarterback. Il y a une ligne qui fait le boulot, il y a un jeu de course qui est établi, il y a des bons receveurs, c'est complet. Mais là où je veux insister, sur la défense. La défense, elle est bien meilleure que ce qu'on peut penser. C'est-à-dire que la défense des Vikings aujourd'hui, c'est 21 sacs, c'est premier de la ligue. La défense des Vikings, c'est une très bonne défense de passe. Alors après, il y a un peu plus de problèmes en run-stop. Mais globalement, Danny Hunter, Tomlinson, Watts et Griffin, sur la saison, là, sur les 6 premiers matchs, c'est peut-être la meilleure defensive line de la ligue. Et comme derrière, il y a d'autres joueurs comme Harrison Smith, etc., qui font le boulot, eh ben, je trouve que cette équipe est beaucoup plus cohérente qu'on a pu le croire. La défense est bien meilleure qu'on a pu le croire. Et s'ils continuent à progresser comme ils le font, je pense toujours, parce que c'était mon pronostic d'avant-saison quand on avait fait le podcast ensemble, que c'est une équipe qui peut accrocher les playoffs. Moi, je te rejoins sur un truc, c'est qu'en effet, ils sont quand même assez sous-estimés par rapport à leur effectif. La défense s'est bien reprise, elle était quand même en galère totale l'an dernier. Là, ils sont 13e sur les points encaissés, 16e sur les yards, mais ça ne traduit pas en effet, comme tu le disais, la puissance du front seven et de cette ligne qui met énormément de pression. Et en attaque, ils ont des tonnes de cibles, ils ont Dalvin Cook, ils ont une ligne en effet qui fait le boulot, un Kirk Cousins qui est solide sans être monumental. Donc oui, mais c'est pour ça, moi j'en reviens à ma question de base et pour ça que je te l'avais posée. Est-ce que du coup il y a un problème de coaching? C'est une équipe qui devrait être plus haut. Je pense que l'analyse, vous l'avez déjà faite dans le dernier podcast, c'est-à-dire qu'il y a des entraîneurs qui sont capables de faire passer une équipe nulle à une équipe moyenne. Il y a des entraîneurs qui peuvent faire passer une équipe moyenne bonne à très bonne. Ce n'est pas toujours les mêmes. C'est pour ça que selon ta reconstruction, ce n'est pas toujours les mêmes mecs dont tu as besoin. Zimmer, je pense qu'à un moment, il a un plafond. Ouais. Et ça ne passe pas. Et surtout, lui, qui est quand même censé être un esprit défensif, etc., je trouve que finalement, il a eu besoin de lâcher un peu du lest pour que ça remarche. Donc oui, je pense qu'il arrive en fin de vie. Ouais, et puis je trouve qu'avec toutes les armes qu'ils ont, ils pourraient presque être encore plus offensif, lâcher encore plus les chevaux rapidement, même sur les plans de jeu, etc. Et donc oui, rentrer dans le 21e siècle, et c'est là que tu te dis qu'un coach peut-être un peu plus jeune ou un peu avec un autre état d'esprit pourrait leur faire passer un cap. Donc clairement, il y a quelque chose qui se joue là-dedans. Pour revenir au match, est-ce que du coup, ça peut être un feu d'artifice offensif? Parce qu'on a parlé donc des Vikings, Justin Jefferson, Adam Thielen, KJ Osborne, Dalvin Cook, etc. En face, Amari Cooper, CeeDee Lamb, Dak Prescott qui fait un énorme début de saison. Et puis des deux côtés, il n'y a pas des cornerbacks qui verrouillent. C'est-à-dire que Trevon Diggs fait des interceptions, mais il peut aussi avoir des trous d'air. Donc, on peut supposer quand même que c'est un match où il va se passer des choses dans les airs. Oui, de toute façon, on attaque des Cowboys, ça, on va faire clair. Pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure attaque de la NFL. Ça se défend. Je veux dire, que ce soit au niveau du jeu au sol, du jeu à la passe, du quarterback, de tout ce que tu veux, sur tous les postes clés, il y a un top 10 joueur, c'est la meilleure attaque de la NFL.
Donc oui, il y a un potentiel feu d'artifice. Encore une fois, moi, je pense que vu les performances de la défense des Vikings, il est tout à fait possible que ça soit un match où on voit plus Ezekiel Elliott et Tony Pollard que CeeDee Lamb et Amari Cooper. Donc à voir le plan de jeu qui va être adopté. Mais là encore, on est sur une super équipe avec peut-être un coaching douteux, enfin en tout cas un coach principal douteux, parce que le coordinateur offensif ne l'est pas pour le coup. Oui. Et après, là encore, on a une défense qui performe mieux que prévu. Alors, ce n'est pas au niveau des Vikings, qu'on soit clair, mais c'est une défense qu'on prévoyait être 32e de la Ligue pour faire court à peu près. Globalement, ils font le boulot. C'est vrai qu'il y a une constante, c'est on prend des yards, ça on en prend des camions, mais on provoque des pertes de balles, mais on tient dans la red zone et finalement on limite un peu. Donc ça va être un festival de yards, je ne suis pas sûr que ce soit un festival de points. D'accord, oui, c'est vrai que ça peut se jouer là-dessus aussi. Et tu l'as dit, il y a quand même la pression de la défense des Vikings qui va jouer là-dessus. Est-ce qu'ils peuvent, d'après toi, il y a un scénario où ils peuvent mettre assez de pression sur Dak Prescott pour plier le match et créer la surprise? Il faudra un peu plus que seulement de la pression sur Dak Prescott, mais oui, je pense que ce n'est pas un match joué d'avance. C'est un match qui peut aller dans les deux sens. Il y a un favori, mais pour autant, on n'est pas dans le genre de match où on se dit vraiment c'est du 90-10. Non, là, il y a vraiment un vrai match. Bon, donc ne sous-estimez pas les Vikings, ce sera le mot d'ordre de cette semaine. Est-ce que tu as un facteur X avant de passer au prono? J'ai dit jeu de course des Cowboys. Ezekiel Elliott, Tony Pollard. Voilà. Très bien, pronostic. Je vais y aller sur les Cowboys quand même. Ok. Mais pour le coup, j'ai hésité longtemps. D'accord, moi je vais aller sur les Cowboys aussi, mais en effet, ça pourrait être un match très, très disputé. On passe au pronostic. Les pronos et avec les scores. Alors, excusez-moi, je suis un peu perdu dans mes fichiers de pronostics parce que Camille nous en a gentiment créé un nouveau et donc je ne sais plus ce que je regarde et je ne sais plus quel bon pronostic j'ai. Alors, attendez, il faut que j'aille sur la semaine. Je peux le faire si tu veux. Alors, si tu veux les tenir, parce que moi, c'est un peu compliqué les menus déroulants. Non, mais il faut que vous sachiez que Excel n'est pas le meilleur ami d'Alain. Ah ouais, non, moi, ça me rend fou. Moi, je préférais. Alors, je remercie Camille de l'avoir fait, mais du coup, je préférais pouvoir écrire vite fait les noms des trucs que d'utiliser des menus déroulants. Donc, je m'adapterai s'il faut. Mais là. Non, mais le fichier des pourcentages de Camille, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je peux vous donner les résultats. Ah, attends, je l'ai. Je crois que je l'ai. Je crois que j'ai tout. Vas-y. Alors, bon, je vais vous donner à l'ancienne. La semaine dernière, 9 points pour Raphaël, Lucas et moi, 8 points pour Raoul, Grégory, Victor. Le total, je vous donne les totaux. Donc, on a en leader Raphaël 76. Derrière, je suis à 74, 73 pour Raoul et Victor, 69 pour Lucas, 68 pour Grégory. Et toi, du coup, est-ce que tu avais les pourcentages là-dessus ou pas? Non. Du coup, moi, j'avais les résultats. On peut le dire, encore j'avais dit avant le dernier podcast, tous les matchs semblent jouer et du coup, ça va être une catastrophe. Et ça a été une catastrophe dans les paris. Bon, il y a 4 erreurs. 8 et 9. Ouais, mais bon, sur 13 matchs. Sur 13, oui, sur 13 c'est pas non plus. Je m'attendais à pire après la première série de matchs, pour être honnête, parce que c'est très, très mal parti. Et derrière, ça s'est un peu calmé. En fait, alors attends, sur le fichier de Camille, c'est bon. Les pourcentages, c'est Raphaël, il a 71%. Moi, je suis à 69,2. 68,2 pour toi et Raoul. 64,5 pour Lucas et 63,6 pour Grégory. Je ne ferai que remarquer que c'est quand même les deux vétérans du podcast qui sont devant. Voilà. Faut respecter les vieux, quoi. Bon, je dis ça alors que Raphaël est beaucoup plus jeune que moi. Je dis vieux du podcast. Ça fait 11 ans qu'on fait ça. Je pense que Raphaël est plus jeune que moi aussi. C'est tout à fait possible. C'est un genou. Le match, donc, dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 du matin, c'est Cardinals-Packers. Ça aurait pu être l'affiche de la semaine, on ne va pas vous le cacher, mais vous connaissez peut-être même déjà le résultat au moment où vous nous écoutez. Donc, l'affiche de la semaine entre les Cardinals et les Packers, avec cette tuile qui vient de tomber pour Arizona, c'est la blessure de J.J. Watt à l'épaule. Probable opération à venir, probable fin de saison à venir selon ESPN. Ce n'est pas confirmé officiellement par la franchise au moment où on enregistre. Mais c'est quand même un vrai coup dur, Victor, parce qu'il était en bonne forme, J.J. Watt, cette année. Il était excellent. Excellent. Et il était un vrai leader de cette défense. Malheureusement, J.J. Watt, on a connu la grande époque où il a été triple défenseur de l'année et il aurait pu avoir une carrière... peut-être pas à la Lawrence Taylor, mais au top 5 défenseurs de l'histoire.
Malheureusement, c'est un peu toute l'histoire de la suite de sa carrière, c'est les blessures. Je crois que c'est la 5e fois qu'il a une blessure qui va le priver d'une grosse partie de la saison. Malheureusement pour lui, c'est terrible. Et pour la défense, il va falloir s'en remettre parce qu'il faisait un duo de choc avec Chandler Jones. Et il va falloir trouver des solutions. Ils ont de la réserve, mais ça ne sera pas le même impact sur le terrain et dans les vestiaires. Je m'excuse parce qu'en fait, le menu déroulant, il y a plus que les 2 équipes, ça marche très bien. Quelqu'un a le domicile extérieur, c'est magnifique. Je remercie Camille, je retire tout ce que j'ai dit. Du coup, ton pronostic là-dessus, est-ce que ça peut provoquer une surprise? Mais moi, je vais quand même aller sur les Cardinals parce qu'il y a quand même quelque chose qui me dérange aux Packers, c'est qu'ils vont être privés de Davante Adams et de Lazard pour Covid. Alors Lazard, c'est sûr, Davante Adams, je pense qu'il n'a même plus le temps d'avoir 2 tests négatifs. Non, il n'a plus le temps de passer les tests. Donc, ça va quand même fortement ralentir l'impact offensif des Packers. Franchement, ils auraient été là, je crois que j'aurais parié la surprise. Oui. Honnêtement, est-ce que c'est vraiment une surprise? On parle de 2 équipes qui cumulées ont une défaite cette saison. Non, c'est sûr. Donc, moi, j'aurais parié Packers avec Davante Adams, je pense. Allez, mais là, du coup, ça fait pencher Adams. Allez, Cardinals pour tout le monde. Falcons, Panthers, on passe donc au dimanche 31 octobre à 18h. Je vous rappelle bien, 18h, ne vous faites pas surprendre. Le fauteuil sera donc à 17h parce que on change d'heure, on passe à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche et les Américains, eux, le font une semaine après. Donc pendant une semaine, tous les matchs sont avancés d'1 heure. Falcons, Panthers, donc bon test pour Matt Ryan et Kyle Pitts contre la défense des Panthers. C'est un peu force contre force dans ce match parce que l'attaque des Panthers contre la défense des Falcons, c'est pas le duel qui fait le plus rêver cette semaine. Qui impose sa force du coup là-dedans? Je dirais Falcons quand même, parce que là, l'attaque des Panthers, je ne sais plus où elle va. Darnold est redevenu catastrophique, McCaffrey n'est pas là, ils n'arrivent plus, ils disent on va courir, ils ne courent pas. Enfin, là, je pense que l'attaque est perdue et au point, je pense que les Falcons feront le boulot comme ils l'ont fait face à Miami. Allez, Falcons pour moi aussi. Bills, Dolphins, pas trop photo sur celui-là quand même. Buffalo sort d'une semaine de repos. Est-ce que tu es quand même un peu encouragé par les progrès de Tua Tagovailoa sur le dernier match? Oui, à titre personnel pour lui, au niveau de l'équipe, j'ai l'impression qu'il n'y a toujours rien qui va en fait. La défense de l'année dernière n'est plus ce qu'elle était. L'attaque fait du bon, du moins bon face à une équipe des Bills revancharde qui a besoin enfin d'accumuler les victoires. Je pense que ça ne va pas faire de photos ce match. Allez, Buffalo partout. Bears, 49ers, c'est pas un joli match. Khalil Mack se dirige vers une absence sur ce match. Il y a l'attaque qui patine. Justin Fields pourrait quand même prendre des sacs contre les 49ers. A priori, avec les minima de Garoppolo, ça passe quoi. C'est un peu ça. Je pense que oui, on se dirige vers un match tristouné, mais les 49ers feront suffisamment au sol ou autre pour faire la différence. Les Browns contre les Steelers. Baker Mayfield a une chance de jouer. Alors, je crois qu'on l'a déjà dit la semaine dernière et qu'on s'est déjà fait avoir, mais il a une chance de jouer. Il s'est entraîné mercredi. Il a un peu moins mal à l'épaule. Est-ce que tu penses… Je regardais leur victoire. Ils n'ont pas battu des équipes si fortes que ça quand même, les Browns. Texans, Bears, Vikings, Broncos. Alors, Vikings, on en a parlé, c'est plus fort que prévu, mais voilà. Est-ce que tu penses quand même qu'ils pourraient être en danger contre Pittsburgh ou alors leur pass rush est trop fort pour la ligne de Pittsburgh et on n'en parle plus? Non, je pense qu'il y a un vrai match. En plus, un match de division, on sait à quel point les matchs de division sont toujours piégeux. Il y a un vrai match, donc ça peut partir dans les 2 sens. Au point, je donnerais l'avantage aux Browns qui, quand même, outre Baker Mayfield, commencent à récupérer un peu leurs blessés. Là. Donc, ça commence à aller un peu mieux. Et on a vu quand même cette victoire de la semaine dernière, elle est importante parce qu'elle montre que, quels que soient les joueurs, même si l'adversité en face n'était pas incroyable, mais quels que soient les joueurs, le système marche. C'est un système qui marche et ça, c'est important aussi de pouvoir se reposer sur le système. Donc, je mettrai quand même les Browns, mais attention au match piège. Ouais, pareil, j'ai un peu de mal, mais j'espère juste qu'on ne va pas se faire piéger comme la semaine dernière avec une absence de Baker Mayfield au dernier moment. Mais je vais dire les Browns aussi sur les forces quand même. Mais attention quand même. Il y a de l'expérience, il y a des receveurs, il y a de la défense, surtout avec un Mayfield qui aura une épaule en vrac contre la défense de Pittsburgh. Je vais dire les Browns, mais attention à ce match. En effet, rivalité de division, ça peut être serré. Lions, Eagles. Alors, tu paries contre ton équipe, je spoil, parce que j'ai le fichier devant les yeux, dans un match contre la pire équipe de la Ligue. En tout cas, la pire équipe au bilan. Donc, pourquoi ?
Et je ne suis pas le seul d'ailleurs. Hein. Donc, comme quoi, ça montre la cote d'amour des Eagles. C'est vrai, Raphaël a mis les Lions. Je pense que les Eagles sont dans une mauvaise spirale, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que le groupe vivait bien, les performances ne suivaient pas forcément. Là, on est dans une semaine où le coach principal descend le coordinateur défensif, où les joueurs commencent à descendre des coachs et tout. Ça ressemble au groupe qui est en train d'imploser, tu vois, dès le 3e mois de Sirianni. Oui, j'allais dire, il n'est pas là depuis longtemps, le coach, pourtant. Et d'un autre côté, les Lions, oui, OK, ils n'ont que des défaites. Mais franchement, ils ne déméritent pas. Hein. Il y a un moment, ça va passer. Ils perdent d'un field goal contre les Ravens. Ils perdent même contre les Rams pendant 3/4 temps, ils sont dans le match et tout. Franchement, ils ne déméritent pas et ils vont en gagner à un moment. En plus, ils ont gagné 3 derniers contre les Eagles. Je ne sais pas, historiquement, il y a un truc. Donc, je pense que c'est le bon moment pour affronter les Eagles. Et cette défense qui accorde 500 yards par match, je pense que là, Jared Goff a une occasion de briller et de prouver à son entraîneur qu'il peut peut-être être la solution du futur. Ouais, moi, il leur non. Hein, oui, non, ça, non. Mais après, moi, je veux bien le côté de la défense de Philadelphie, en effet, qui fait porte ouverte. Après, ils n'ont pas non plus des masses de receveurs et tout ça. Je sais pas. Moi, je vais quand même aller sur les Lions parce que sur les Eagles, sur les Eagles parce que je pense que Jalen Hurts peut en mettre quelques-uns et qu'ils peuvent réussir. Ils peuvent faire les minima et je vois quand même pas. Je sais que les derniers quarterbacks ont flambé contre les Eagles, mais ça reste Jared Goff et ça reste quasiment pas de receveur. J'aurais plus peur de DeAndre Swift à la limite, et TJ Hawkinson, mais je pense pas que ça suffise, donc je vais rester sur Philadelphie de mon côté. Moi, je pense que tu as juste raison. La clé, c'est aussi DeAndre Swift, parce que là où la défense des Eagles est terrible, c'est paradoxalement, c'est encore plus contre la course. Les Texans contre les Rams, celui-là n'est pas serré vraiment non plus. Une chance de voir Tyrod Taylor revenir. Il a été sorti de la liste des blessés. Il s'entraîne, mais on n'est pas sûr qu'il joue pour le moment. 30e attaque, 26e défense. Les Texans, ils sont vraiment retombés là où on les attendait. Ils étaient vaillants au début d'année, mais ils ont pris 31-5, 31-3 sur les 2 derniers matchs. A priori, j'ai l'impression que ça va être le même tarif pour les Rams. Donc, moi, je vais aller pour les Rams là-dessus. Oui, ça fait un peu la Jaguars de l'année dernière. Tu sais, on gagne un match semaine 1, tout le monde s'enflamme, et puis finalement, on les perd tous derrière. C'est un peu ça. Donc, Rams aussi pour toi, je suppose. Oui, tout à fait. Colts Titans, affiche de division. Est-ce que tu crois en cette défense des Titans, Victor? Parce que là, on a deux escouades qui sont un peu sur la même pente ascendante. C'est-à-dire que la défense des Titans va un peu mieux, l'attaque des Colts va un peu mieux. Qui va se sortir de ce duel-là? On est vraiment, là encore, un match de division très serré. Ça peut aller dans les deux sens. Les Titans, on ne sait pas sur quel pied danser, puisqu'ils sont capables de battre les 2 derniers finalistes de l'AFC, mais ils sont capables de perdre contre les Jets. Je dirais que malgré tout, surtout que le pass rush commence à se réveiller et que je pense que la clé, ça va être défendre la course. Ça va être défendre Jonathan Taylor, Nyheim Hines et Marlon Mack, s'il est toujours là. Donc, je pense quand même que les Titans peuvent le faire. L'attaque commence à retrouver un vrai rythme. Commence à ressembler vraiment à l'attaque de l'année dernière, c'est-à-dire diversifiée, pas que d'Eric Henry. Donc, allons-y au point. On va donner les Titans. Tu es très box aujourd'hui avec les victoires au point, je vois. Ouais. Il y a un truc, hein. Il faut des thèmes, tu vois. Ouais, c'est je thème sens. box. Je sens. Écoute, moi, je vais aller sur les Titans parce que il y a aussi ce truc de dis-moi qui t'a battu et je te dirai qui tu es. Alors, c'est pas une science exacte, hein, mais pour l'instant, les Colts, ils ont battu Texans, Niners, Dolphins. Bon, ça n'a pas encore de quoi m'enthousiasmer follement. Ils ont déjà perdu contre les Titans cette année. Les Titans jouent mieux. Donc, je vais aller sur les Titans. Jets Bengals, Mike White aux commandes de l'attaque des Jets pour suivre le rythme de Joe Burrow et Ja'Marr Chase actuellement. Évidemment, ça nous semble un match totalement équilibré, Victor. Ça va être le coup d'envoyer un 6e tour pour Joe Flacco. Merci d'ailleurs. Je pense que là, c'est bien. Ça va permettre à Cincinnati de continuer cette série de victoires, de continuer à engranger de la confiance, peut-être même de tester des nouveaux trucs. C'est à ça que ça sert d'affronter les Jets. Ça sert à tester des nouveaux trucs et puis ça passera tranquillement. Allez, Bengals pour tout le monde. On passe à 21h05. Les Chargers reçoivent les Patriots. Chargers qui sortent de semaine de repos. Les Patriots, équipe en devenir, mais il semble quand même y avoir plus d'armes en face. C'est marrant, j'ai du mal à m'imaginer que ce soit une victoire large. Je ne sais pas si je crois peut-être pas encore assez en Los Angeles, en les Chargers. Est-ce que tu vois un énorme écart entre ces deux équipes? Bill Belichick a dit que Justin Herbert était excellent. Donc, ça veut dire qu'il a le plan pour le
pour C'est le ça. détruire. En général, c'est comme ça que ça marche avec Bilou. Je pense que ça sent le match piège. Franchement, je ne tomberai pas de ma chaise si ça se joue au dernier moment. Bah, Les c'est ça. Chargers, ils ont quand même une revanche à prendre, hein, parce que leur dernier match, c'est une déculottée. Donc, est-ce que c'était un simple accident ou est-ce qu'on a vu les Chargers trop beaux? C'est la question à laquelle il va falloir répondre. Après, oui, je pense que marquer 40 points aux Jets, c'est bien. Ça a fait de la confiance pour Mac Jones, pour tout le monde. Là, on est quand même sur un autre niveau. Donc, je donnerai les Chargers d'une courte tête, pour ne pas faire que de la moi, boxe. Mais- franchement, je suis un peu dans la même ambiance, quoi. Chargers, ok, mais Ouais, tu me Ouais. dis que les Patriots sont gagnés, moi je tombe pas de ma chaise. Hein. ouais, attention, quoi. Attention. Bon, Chargers pour tout le monde. Seahawks, Jaguars. Les Seahawks sans Russell Wilson, évidemment, ce n'est pas vraiment les Seahawks. Au point de perdre contre les Jaguars, cet homme le pense. Bien Tu sûr, as, mais moi, tu as mis les Jaguars. mais j'avais pronostiqué les Jaguars contre les Dolphins aussi. Je trouve que les Jaguars progressent de semaine en semaine. On leur a cassé du sucre sur le dos. Là, en plus, ils reviennent de bye, donc ils vont être en forme. Ils sont partis en bye sur une victoire, ce qui est très important pour le moral. Et oui, franchement, je ne vois pas tellement de raison de voir les Seahawks gagner. Pour l'instant, il y a eu 3 personnes qui ont parié. Il y a 2 Seahawks, je tombe de ma chaise. Enfin, la défense est catastrophique, l'attaque n'avance pas avec Geno Smith. Et en face, tu as une équipe qui progresse et qui est de mieux en mieux. Trevor Lawrence, tous ses matchs sont meilleurs que celui d'avant. Donc, il y a un moment, non, moi, je pense aux Jaguars et je pense même à une belle victoire des Jaguars. Ouais, j'ai du mal à m'en convaincre, honnêtement. Je sais que la défense de Seattle est faible. Donc voilà, tout est possible dans ce match. Mais après, la défense de Jacksonville, c'est 30e aussi, quoi. Donc, je n'ai pas dans l'idée qu'ils vont être hermétiques. Je vais aller sur Seattle. Je suis d'accord avec toi. Je ne serais pas complètement estomaqué que Jacksonville gagne ce match parce qu'ils ont bien fini. Mais ce n'est pas non plus un effectif très complet. Donc, je vais dire Jacksonville. Mais je vais pas y arriver aujourd'hui. Je vais dire Seattle, mais je comprends tes arguments pour Jacksonville. Denver, Washington, c'est un peu un duel de la loose. Hein. Est-ce qu'il y a une meilleure défense et une meilleure attaque pour les Broncos? Je ne sais plus vraiment, parce que la défense de Washington a fait un peu de progrès contre Green Bay, mais je ne sais pas. Ces 2 équipes me dépriment. Écoute, moi, on m'a fait remarquer sur Twitter que depuis notre célèbre épisode Les Broncos et les Panthers, 0-8. faut-il y croire? Il y a 0-8 quand même pour ces 2 équipes. Donc, je suis en train de concurrencer la Matei Curse avec une Roulier Curse qui est nouveau trending. Donc, je vais prendre Washington. Si Tyler Heineke accepte d'aller dans la end zone et pas de se coucher avant. Je trouve quand même qu'il y a du mieux. Alors, en même temps, ils ont commencé tellement catastrophique que c'est difficile de faire pire. Mais l'attaque commence à trouver un groove et la défense se réveille, notamment la ligne. On a vu quand même les joueurs un peu plus performants. Je trouve vraiment que les Broncos sont... Tu as l'impression que le plan de jeu a disparu, quoi. Enfin, qu'il n'y a plus rien. Donc, pour Washington. J'ai pas mis mon prono en fait dans le fichier avant l'émission parce que j'attendais qu'on en parle pour me décider. Je me sens pas beaucoup plus à l'aise. Je vais dire Washington aussi parce qu'en effet sur la dynamique, quoi. Mais je suis pas enthousiasmé. Saints Buccaneers 21h25, c'est les retrouvailles de Jameis Winston avec son ancienne équipe quand même. Pourquoi les Saints sont la 31e attaque à la passe de la ligue? Parce que je me rappelle d'avoir vu un Jameis Winston qui savait lancer le ballon. Et on avait dit le pitch de Jameis Winston plus Sean Payton, c'était il va savoir le canaliser, mais par contre, il y aura toujours cette puissance de feu incroyable, ce bras. Il distribuait quand il était à Tampa. Pourquoi maintenant ils sont 31e attaque de la ligue? C'est parce qu'il n'y a pas assez de cibles? C'est sûrement l'explication principale, mais je dois t'avouer que je ne me l'explique pas non plus. Enfin, il y a un moment, surtout qu'ils ont quand même une bonne ligne, etc. Et là, finalement, c'est une attaque qui est portée par Alvin Kamara et personne d'autre. Bravo à lui. Enfin, je veux dire, on a dit au dernier match qu'il faut un grand Alvin Kamara. Il a plutôt répondu présent. Hein, dans un match qui était affreux. Mais, c'était pour gagner contre des Seahawks qui sont décimés, quoi. Ok, mais enfin, il fallait le faire. Hein. Ouais. Aucune victoire est facile en NFL. Donc, il y a un moment... attends, il n'y a pas beaucoup de running backs dans la ligue qui peuvent se dire « je fais gagner mon équipe à moi tout seul ». Non, bien sûr. Mais bon, c'est pas la recette pour aller loin. C'est pas la recette pour aller loin, mais il y a un moment, j'ai pas d'explication plausible. On sait qu'il peut lancer 5 milliards et 30 touchdowns. Il a quand même une ligne pour le protéger. Il a des cibles. Enfin, ok, les cibles sont pas excellentes, mais j'explique pas pourquoi ça clique pas. J'arrive pas à comprendre.
Et donc, sur ce, ça fait Tampa Bay Buccaneers pour le pronostic, parce que pour le coup, eux, en attaque, ça clique. Hein, donc, ils ne pourront pas suivre. Les Saints, s'ils restent aussi conservateurs et timides, ils ne pourront pas suivre. De toute façon. J'ai plus de mots pour Tom Brady. J'ai plus de mots. Ouais. Il paraît tellement, cette année, je sais pas, j'ai l'impression de voir une top 3 de ces années. Alors, bon, il y a 2007 qui fausse un peu tout, mais une top 3 de ces années en carrière, franchement. On l'a déjà dit dans l'émission de mardi, on s'excuse pour les supporters des Buccaneers. On n'a pas grand-chose à dire sur les Bucs en ce moment. Non. Vikings Cowboys, ce sera à 1h20 du matin, du coup, dans la nuit de dimanche à lundi. On a tous les deux donné les Cowboys. Et puis enfin, dans la nuit de lundi à mardi à 1h15, Kansas City Chiefs, New York Giants. Il pourrait y avoir beaucoup de ballons perdus. Les Chiefs en ont perdu 17 cette saison. De loin, les pires. Hein. Les deuxièmes sont à 12. Les Giants sont à 9. C'est ventre mou de la ligue, mais on ne sait jamais avec Daniel Jones. J'ai l'impression de dire la même chose toutes les semaines. Mais ça va, cette fois, si Patrick Mahomes ne perd pas trop de ballons, ça passe. Oui, ça devrait passer. Après, Daniel Jones, à part son accident industriel contre les Rams, globalement, il ne perd pas beaucoup de ballons cette année. Non, cette année. Mais bon, battre les Panthers, c'est une chose. Battre les Chiefs, c'en est une autre. Je commence à perdre un peu foi quand même en Kansas City, au sens où avant, j'aurais dit là, ils viennent de perdre. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ils vont se réveiller, etc. Ça fait 3 semaines qu'on dit qu'ils vont se réveiller et 3 semaines qu'ils font n'importe quoi. Donc, il y a un moment, il faut qu'ils se remettent en cause, faire des interviews en disant, voilà, ça ne va pas, ok, mais il faut aller sur le terrain. Vous en avez suffisamment parlé il y a quelques jours. Donc, je pense que oui, c'est suffisant pour battre les Giants, mais ce n'est pas parce que tu vas battre les Giants que pour autant, tu as résolu tous tes problèmes. Et bravo à Daniel Jones, qui est le meilleur receveur de son équipe. Hein. On l'a vu faire un petit grab à une main. Franchement, il y avait du Odell Beckham là-dedans. C'était joli. Bon, Kansas City, pour tout le monde, on termine avec les cotes. Les cotes de la semaine chez notre partenaire Unibet. Victor, est-ce que tu as déjà une cote en vue ? Tiens, les Packers sont à 3,02, mais ça, c'est parce qu'il manque des receveurs et beaucoup de monde. Et de toute façon, encore une fois, vous avez peut-être déjà le résultat. Alors, qui tu vois ? Et si tu crois vraiment en Détroit, c'est 2,36. Hein. Ah, mais moi, je pense qu'il faut mettre Détroit. Ouais. Ah, tu mettrais de l'argent sur Détroit ? Honnêtement, là, vu comment ça... Enfin, j'ai la chance de voir toutes les interviews et machin de Ziggles. C'est une possibilité en or pour eux. Enfin, je veux dire... Écoute, on l'attend alors. Détroit 2,36. Moi, je te proposerais les Titans à 1,94 qui sont outsiders chez Unibet contre les Colts. Tu vois, ça m'étonne un peu. Donc, à choisir, moi, j'irais plutôt avec les Titans à 1,94. Est-ce que tu vois une troisième cote pour faire les Cowboys à 1,71. Ah oui, c'est assez haut. Ouais, c'est plutôt haut. C'est plutôt haut pour. Très bien. Et donc, ça nous fait donc Titans 1,94, Lions 2,36 et Cowboys 1,71. Évidemment, vous pouvez les jouer chacune séparée. Et sur un combiné, miser 5 €, ça fait 39,15 € de gain total pour ce combiné-là. Est-ce qu'on essaye de faire… On a fait beaucoup de combinés très YOLO. Est-ce qu'on essaie de faire un combiné plus prudent ? Genre un combiné à 6. On se dit, celui-là, on essaye de le passer. Bah déjà, dans ce cas, j'ai envie de te dire Jaguars de 24. Ok. Washington de 27. Voilà, moi, je voyais des trucs plus sûrs que ça, mais pourquoi pas ? Et on les… Non, mais d'accord. Je ne mets pas des cotes à 6 comme vous non, avez non, fait. Non. Alors, attends. Là, on met des cotes à 2. Donc, Washington, ok. Et donc, il nous en faut un 6e. Oh, je fais ce 6e, vas-y. Alors, si on parle dans l'optique, on essaie de le passer. Atlanta, 55 ? Ouais. C'était ça ou Cleveland à 1,46, mais ouais, Atlanta à 1,55. Donc là, on a Titans 1,94, Lions 2,36, Cowboys 1,71, et on a rajouté Jaguars 2,24, Washington 2,27 et Falcons 1,55. 5 € misés, 323,69 € de gain potentiel. C'est pas du YOLO, mais ça se tente un peu plus. Il n'y a pas des mois et des mois de loyer. Tu peux louer un studio en province pendant un mois. Ouais. Dans certaines provinces. Petite ville. Hein. J'ai dit en province. Petite ville. C'est très parisien. Province, ça définit toute la France qui n'est pas l'Île-de-France. Non, je suis d'accord. Non, mais j'étais en train de me rappeler, j'ai habité à Évreux à une époque et pour ce prix-là, je ne louais pas mon 25 mètres carrés. Donc, non, mais moi, je te parle d'un tout petit studio, là. Hein. Ah oui, non, mais ça, par contre, ça existe qu'à Paris. Tu sais, les gens, ils ont des conditions de vie décentes ailleurs. Hein. Oui, 20 mètres carrés, ils n'habitent pas. Hein.
Ça, c'est... Je suis né en Picardie, tu vas pas m'apprendre. Et je vous le dis, on va bientôt avoir un partenariat avec un acteur de l'immobilier neuf. Et parce que je vous jure que c'est vrai, j'ai eu une réunion avec eux hier. Et donc, comme ça, pour les énormes gains que vous ferez grâce au YOLO, vous pourrez investir dans le neuf. Voilà, c'est beau. Voilà, c'est... prochainement sur le site, et c'est pas une bêtise. Écoute, voilà, c'est comme ça que se termine d'ailleurs l'épisode numéro 444 du podcast Jean Actu. Merci beaucoup, Victor. Merci à toi. On remercie tous ceux qui nous soutiennent et qui nous écoutent, et on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Sachez que les enveloppes avec les sous-verts Halloween sont parties ce matin. J'ai tout emballé et collé les petits timbres de mes blanchemins sur toutes les enveloppes. Ça m'a pris du temps, mais je vous jure, tout est parti et il n'y a plus de sous-verts Halloween. Vous avez tout raflé. Donc voilà, c'était une édition limitée et ils sont absolument tous partis. Donc merci beaucoup à vous de votre soutien parce que ça fait très plaisir. Il y a des sous-verts qui arrivent évidemment pour le mois de novembre. On en fait au début de chaque mois des nouveaux. Le Halloween, c'était vraiment une édition spéciale parce qu'on a un de nos graphistes qui s'était fait plaisir avec ce visuel et qu'on voulait vraiment le partager. Mais il y en a des nouveaux qui arrivent tous les mois. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça arrive bientôt, là, dès début novembre. Il y en aura un nouveau. Je vous tease un peu, mais le thème, évidemment, ce sera Thanksgiving. C'est ce qui se passe au mois de novembre du côté de la NFL. Voilà donc pour les petites nouvelles du site. Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @JeanActu en entier. Les réseaux sociaux, Victor, c'est @Victor Roulier en entier, c'est ça ? C'est ça. Sur Twitter, Alain Mattei pour moi-même. Et toute l'actu de la NFL, on vous rappelle que c'est sur tdactu.com. Je vous rappelle évidemment que le fauteuil, ce sera à 17h cette semaine. Je vais vous faire un petit truc autour de la trade deadline aussi. Je crois qu'on va faire un peu les échanges rêvés, mais des trucs complètement barrés ou quelque chose comme ça. Merci beaucoup, Victor. Merci à tous. À dimanche dans le fauteuil. Ciao, ciao. Merci à tous. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch. Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit.